Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des textes assez denses sur un sujet qui fait souvent débat, le concept de racisme anti-blanc. Oui, bonjour. Un sujet complexe, effectivement. Ces sources essayent de voir ce qu'il y a derrière ce terme. Exactement. Elles regardent la définition, sa validité en sociologie, son histoire aussi. Alors, notre idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. La question centrale qui revient, c'est est-ce qu'il existe un racisme, disons, systémique contre les personnes blanches ? Ou est-ce que ce terme « racisme anti-blanc » désigne autre chose? Peut-être des actes isolés, une réaction, voire comme certains le suggèrent, une stratégie politique. C'est ça, allons voir. Un premier argument qui revient souvent dans ces textes, c'est que le racisme, le vrai, au sens sociologique, Oui. il supposerait une position de pouvoir, le pouvoir institutionnel, je veux dire. Contrôler l'administration, les banques, les médias. D'accord. Et ce pouvoir, historiquement, il a été plutôt du côté des personnes blanches dans nos sociétés occidentales. C'est ça, l'idée. Voilà. Et ça rejoint des définitions assez classiques du racisme. On pense à Albert Memmi, par exemple. Ah oui, oui. Pour lui, le racisme, c'est valoriser des différences réelles ou pas pour justifier des avantages ou même une agression. D'accord. Et donc, dans cette logique, certains des auteurs qu'on a lus suggèrent que parler de racisme anti-blanc, ça pourrait être une façon de détourner le regard. Du racisme systémique classique, subi par les minorités. Exactement, de déplacer le problème en quelque sorte. C'est intéressant comme point. Et il y a aussi la dimension historique qui est rappelée. Oui, tout à fait. Le concept même de race, tel qu'on l'entend, il a été forgé, historiquement, par des penseurs européens. On cite Gobineau, par exemple. Oui, au XIXe siècle, avec ses théories sur l'inégalité des races. C'est ça. Et appliqué dans des systèmes comme le Code noir durant l'esclavage. Une source avance même une idée assez forte que la colonisation était possible parce que les peuples colonisés, au départ, n'avaient pas de racisme structuré envers les Européens. C'est une perspective qui amène certains auteurs à analyser les actes dits anti-blancs différemment. C'est-à-dire ? À les voir non pas comme un phénomène identique au racisme historique, mais plutôt comme une réponse, une réaction en fait. Une réaction au racisme subi initialement par les groupes non blancs. Voilà, même si cette réaction peut être bien sûr inacceptable, violente parfois. Mais la nature du phénomène serait différente. Sonne parce qu'elles sont blanches. Non, bien sûr que non. C'est une réalité. On parle même de l'émergence du concept de blanchité, cette idée d'être perçu comme blanc. Oui, comme marqueur social. Et on cite cet appel de 2005 contre les ratonnades anti-blancs. Donc ces façons-là, comment les analyses les intègrent ? Alors c'est là qu'une distinction cruciale est faite, et elle s'appuie notamment sur des données de l'INED. Une étude de 2016 est mentionnée. Ah oui, l'Institut national d'études démographiques. Qu'est-ce qu'elle dit ? En gros, elle différencie bien ces actes, ces expériences individuelles du racisme qu'on appelle structurel. Les discriminations que déclare subir la population majoritaire. Donc les personnes blanches en France, par exemple. Oui, elles seraient moins fréquentes, d'abord. Et elles toucheraient surtout aux insultes, dans la rue, à l'école. D'accord. Mais point important, elles n'auraient pas les mêmes conséquences systémiques, c'est-à-dire pas le même impact sur l'accès à l'emploi, au logement, etc., que ce que subissent les minorités victimes de racisme. Donc la différence clé, ce serait entre subir des actes racistes ponctuels et être victime d'un système raciste global. C'est exactement ça. La différence entre le préjugé individuel, même violent, et le système discriminatoire ancré. Du coup, ça remet en question l'utilisation même du terme racisme anti-blanc dans certains des écrits analysés. Oui. Un des textes cite Rennie Edolodge, une autrice britannique. Oui. Qui dit que ce concept a peu de sens car il ne renvoie ni à une idéologie qui essentialiserait les Blancs de manière cohérente, ni à une discrimination sociale historique généralisée contre eux. D'accord. Donc l'argument central qui ressort de ces sources, c'est que même si l'hostilité ou les préjugés existent, Et ils sont réels et blessants, bien sûr. ils ne s'inscrivent pas dans le même rapport de pouvoir historique et systémique, ils n'entraînent pas un désavantage social généralisé parce qu'on est blanc. C'est ça. Et c'est pour ça que l'idée de racisme structurel, dont la population majoritaire ne serait pas victime selon ces analyses, est centrale. Elle amène à conclure que le terme racisme anti-blanc, s'il prétend décrire un phénomène équivalent au racisme systémique, est jugé sociologiquement peu fondé par ses auteurs. Bon, alors si on essaye de résumer ce qu'on retient de cette exploration, il y a clairement une tension dans ce... Oui, une tension évidente.
D'un côté, la réalité vécue, les témoignages d'actes hostiles visant des individus blancs. C'est indéniable. Tout à fait. Et de l'autre côté, cet argument sociologique, historique très fort qui dit « Attention, ce n'est pas la même chose que le racisme systémique. Il manque la dimension institutionnelle, historique. » Le rapport de pouvoir structurant. Voilà. La distinction clé qui ressort, c'est vraiment ça. Acte individuel, préjugé, même si répréhensible, versus un système de discrimination ancré dans les structures, dans l'histoire. Et la plupart des textes qu'on a vus penchent plutôt pour dire que racisme anti-blanc n'est pas le terme adéquat pour décrire la réalité sociale globale. Oui, voire qu'il peut être utilisé de manière stratégique dans certains débats politiques. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Oui. Comment est-ce que les mots qu'on choisit, la façon dont on nomme ces différentes formes d'hostilité, de discrimination, comment est-ce que ça influence notre capacité à tous à lutter contre toutes les injustices ? Et à construire une société vraiment égalitaire. C'est une excellente question pour conclure, effectivement.